Alors, bonjour chers élèves, j'espère que vous vous portez très bien. Alors, nous voici encore au rendez-vous pour réviser une partie de nos leçons. Aujourd'hui, notre révision va porter sur l'éducation civique et morale, la classe de 3e. Mais vous savez que c'est une matière fondamentale à l'examen, un coefficient 2, donc il ne faut pas la négliger. Il ne faut pas la négliger, il faut lui accorder une importance. D'accord. Alors, nous savons très bien que l'éducation civique et morale est indispensable dans un pays. Pour qu'un pays se développe, très bien, il faut avoir des citoyens bien formés. Oui, des citoyens qui connaissent leurs droits, leurs devoirs. Oui, c'est dans ce souci que l'État a introduit dans les programmes l'enseignement de l'éducation civique et morale. On est souci de former des citoyens qui doivent œuvrer pour le développement du pays. Alors, je voudrais réviser avec vous aujourd'hui quelques thèmes que nous avions étudiés. Alors, les thèmes que j'ai retenus pour vous ce matin, nous allons voir un thème 1, la notion de civisme, de civilité, de citoyenneté et de démocratie. Vous voyez, ces thèmes, quand nous les étudions, c'est rien que des définitions. C'est rien que des définitions. Donc, tout apprenant préparant le BEPC doit maîtriser toutes les définitions de ces notions. Le deuxième thème, nous aurons à parler de la notion de l'État, de nation et de État-nation. Voyez, quelles sont les définitions que nous avons à ces niveaux. Et pour le troisième thème, nous allons parler aussi des droits humains. Voyez, des droits humains. Alors, pour réviser ces trois thèmes ce matin, j'ai proposé quelques questions. Voyez, des questions. Je vous pose des questions. Voyez, et si vous avez des écritoires, vous pouvez les noter. Vous les notez pour que cela vous serve. D'accord. Bien. Alors, pour le thème 1, j'ai proposé des questions suivantes. Ou bien des consignes aussi. Ça peut être aussi des consignes ou bien ça peut être une question. Alors, une première question ou bien consigne, définir les concepts suivants. À savoir civilité, civisme, citoyenneté et démocratie. Alors, je vais vous dire que nous n'avons pas une définition figée pour toutes ces notions. Donc, tout apprenant, d'accord, peut définir chacune de ces notions à sa manière. Mais l'essentiel est que cela dise la même chose. Alors, si nous prenons la notion de civisme, c'est quoi le civisme? Le civisme, nous avons vu que c'est le dévouement du citoyen pour sa patrie. D'accord. Bien. Si nous prenons la deuxième notion, la notion de civilité, la civilité, c'est le respect des bonnes manières dans une communauté. Les bonnes manières, surtout
la courtoisie, la politesse. Vous voyez? Donc, dans une société, il faut qu'il y ait la civilité pour que la société vive en paix, que les membres de la communauté puissent se comprendre. La citoyenneté, la citoyenneté, ici, si vous le dites, c'est l'appartenance d'une personne à un pays. D'accord? L'appartenance, ou bien la qualité d'un citoyen dans un pays disposant des droits et des devoirs. Et si nous prenons la notion de démocratie, la démocratie, généralement, des gens la définissent comme c'est le gouvernement du peuple, pour le peuple, ou bien par le peuple, etc. Mais je trouve que ça, c'est une définition qui traîne un peu partout. En troisième, vous autres, vous ne pouvez plus donner cette définition. D'accord. Au moins, nous pouvons retenir que la démocratie, c'est un système politique dans lequel le peuple a la souveraineté. C'est le peuple qui gouverne. D'accord. C'est le peuple qui gouverne. C'est ce système que nous pouvons appeler démocratie. Alors, une seconde consigne. Donc, dans un pays, pour que les choses marchent bien, il faut que des citoyens aient des comportements qu'il faut. Alors, vous me citez quelques comportements d'un bon citoyen. Alors, s'il faut que nous parlions des comportements, on sait que vous avez dit qu'il y a certaines choses que le citoyen doit faire. Il y a d'autres qu'il doit éviter. Vous voyez? Donc, si il respecte ces deux choses, je crois qu'il a un bon comportement. Alors, qu'est-ce que le citoyen peut avoir comme comportement? Surtout un bon citoyen. Un bon citoyen doit éviter la violence. Un bon citoyen doit être tolérant. Un bon citoyen doit respecter les institutions de son pays. Doit respecter les biens publics. D'accord? Il doit consommer les produits locaux. C'est des comportements qui peuvent permettre aux citoyens, disons, d'aider son pays. Donc, il doit respecter les institutions, doit respecter les autorités. Dans la circulation, les feux rouges ou bien les feux tricolores sont aussi à respecter. D'accord? Donc, ce qui voudrait dire que le citoyen ne doit pas les violer. Nous avons aujourd'hui des caniveaux qui devaient aider les villes dans l'évacuation des eaux pendant ou bien lors des pluies et autres, mais aujourd'hui, des gens transforment ces caniveaux en dépotoirs. C'est un mauvais comportement. Donc, ce qui voudrait dire qu'un bon citoyen ne doit pas transformer les caniveaux en dépotoirs. Donc, il y a beaucoup de comportements. D'accord. Bien. Alors, parlant des comportements, donc, comme je le disais, le citoyen a des droits et il a des devoirs. Donc, avec ce que je viens de donner tout à l'heure comme comportement, nous pouvons trouver déjà dans ces exemples des droits ce que le citoyen a le droit de faire. Au moins, nous pouvons donner quelques exemples. Le citoyen a le droit de voter. D'accord? A le droit de voter.
le citoyen a le droit à la protection sociale. À la protection sociale. À une couverture. Vous voyez, nous avons plusieurs droits du citoyen. D'accord. De la même manière, le citoyen a aussi des devoirs. Devoir de voter, par exemple. Le devoir de respecter les institutions, les autorités. Vous voyez, la liste est tellement longue, nous ne pouvons pas l'épuiser. Donc, c'est un rappel pour que vous-même, dans vos révisions, que vous préparez l'examen, disons, en voyant tout ceci. Bien. Autre question. Et quels sont les droits dont dispose un citoyen qu'un ressortissant étranger ne dispose pas? D'accord. Un ressortissant ou bien étranger n'a pas le droit de vote. D'accord. Il n'a pas la citoyenneté. Alors que un citoyen, lui, il a le droit de vote, le droit d'être éligible, d'accord? Il a le droit à la citoyenneté, ce que un étranger ne peut pas avoir. D'accord. Une autre question. Comment se présente, ou bien, nous n'avons pas encore défini la notion de démocratie. Je l'ai déjà défini, bien sûr, d'accord, la démocratie. Alors, comment se présente l'organisation administrative dans une école? Dans une école, ça respecte un peu la démocratie. Alors, l'organisation administrative se présente comme suit. Nous avons le directeur ou bien le proviseur. Mais quand nous prenons les établissements confessionnels, surtout catholiques, on parle là du recteur. D'accord. Bien. Et après le directeur ou le proviseur, nous avons le censeur ou bien le directeur adjoint. Et après le censeur, nous avons le surveillant général. Le surveillant général qui s'occupe de la discipline. Et nous avons le secrétariat, l'économat, et disons l'infirmerie. Et si nous allons dans l'enseignement technique, il y a le chargé des ateliers, le chargé des ateliers, etc. D'accord. Bien. En quoi l'élaboration d'un règlement intérieur d'une école est une expression de la démocratie? D'accord. Donc, dans un établissement, nous avons toujours un règlement intérieur. Vous voyez, le règlement intérieur dans un établissement, c'est comme la constitution d'un pays. Vous voyez, donc, ce qui voudrait dire que le règlement intérieur définit les droits, les libertés de tous ceux qui interviennent dans l'établissement. Chacun doit respecter ces règlements intérieurs. Vous voyez, chacun doit respecter. Donc, le règlement intérieur définit ce que tous ceux qui interviennent ou bien tous ceux qui viennent dans cet établissement doivent respecter. Vous voyez, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire. D'accord. Et bien. Alors, dans un établissement aussi, la démocratie est pratiquée.
De quelle manière? Le recrutement des élèves, c'est sans distinction de race, de sexe, de religion, de classe sociale. Voyez? Donc, c'est une façon de pratiquer la démocratie dans l'établissement. Même dans les classes, les élèves sont évalués équitablement. Et nous avons des classes mixtes. D'accord. Alors, si nous prenons en matière de démocratie, pour faciliter la gestion des pays, parfois nous avons des subdivisions. Préfecture, canton, village, commune. Et parlant de communes, nous avons les communes rurales, communes urbaines, etc. Alors, nous devons connaître aussi les définitions de ces notions. D'accord. C'est très important. C'est très important. Je vous envoie à la recherche sur ces définitions. D'accord. Et si nous prenons la préfecture, la commune, ces préfectures sont gérées par, et ces communes sont gérées par soit des conseillers municipaux, d'accord, ou par des conseillers préfectoraux. Alors, à vous de savoir comment ces conseillers sont élus. Et une chose très importante aussi à connaître, ce sont leurs attributions. Si nous prenons, par exemple, le conseiller ou bien le conseil municipal, voyez, ce conseil aide le maire dans la gestion de la commune, vote le budget, etc. Donc, il y a plusieurs attributions. Donc, de la même manière, vous cherchez aussi pour les conseillers préfectoraux. D'accord. Et dans un pays, on parle aussi de la société civile. La société civile, c'est un ensemble de citoyens n'appartenant pas à une organisation politique. D'accord. Et n'appartenant pas aussi, disons, aux forces armées. D'accord. Donc, si vous n'appartenez pas à ces deux, que vous appartenez à la société, disons, à cet ensemble d'individus, donc vous appartenez alors à la société civile. Donc, cette société civile est constituée des associations, et quand nous allons dans les villages, nous avons le comité de développement des villages, le comité de développement des quartiers, le comité de développement des cantons, etc. D'accord. Alors, nous allons parler très rapidement du deuxième thème, État, nation et puis État-nation. Et là, ce ne sont que des définitions. L'État, nous savons que c'est une entité politique constituée d'un territoire, d'une population et disposant d'un pouvoir souverain. D'accord. La souveraineté. Bien. Alors, donc ce qui vous dit que l'État est constitué de la population, d'un territoire et d'un pouvoir. Alors, et la nation, c'est quoi une nation? Une nation, c'est une communauté d'individus, d'accord, ayant en commun une histoire, une langue, la religion, etc. D'accord. Et on parle aussi de État-nation. État-nation, c'est lorsque l'État et la nation sont confondus. Sont confondus. On voit dans une communauté qui doit être peut-être qui n'est pas un État, en quelque sorte, mais cette communauté vit sur un territoire, cette communauté a un pouvoir souverain. Donc vous voyez, il y a la notion de l'État qui est inclus dans la notion de la nation. Donc les deux sont fusionnés.
Vous voyez, donc c'est la fusion de l'État et de la nation. D'accord. Bien. Alors, si nous prenons le Togo, on peut nous demander de situer le Togo dans le temps et dans l'espace. Alors, si nous prenons le Togo dans le temps, nous savons que le Togo est indépendant le 27 avril 1960. Donc, c'est 27 avril 1960 que le Togo a commencé par exister comme État souverain. Alors, dans l'espace, c'est un pays de l'Afrique occidentale qui est limité au nord par le Burkina Faso, à l'est par la République du Bénin et à l'ouest par la République du Ghana. Le Togo s'ouvre au sud sur l'océan, disons, Atlantique. Donc c'est ainsi que nous pouvons situer le Togo. Le Togo dispose des emblèmes pour être distingué parmi les autres. Donc, l'hymne national, terre de nos aïeux, que nous tous nous connaissons très bien, d'accord, qui est composé de 3 strophes, d'accord, que chaque élève préparant le BPC doit connaître. Hein, les 3 strophes, d'accord. Et nous avons aussi la devise travail, liberté, patrie. Le Togo a son drapeau qui est constitué de 5 bandes vertes alternées vert, jaune, vert, jaune, vert et ayant dans l'angle gauche un carré rouge portant une étoile blanche. Alors, chacune des couleurs, le vert, le jaune, le rouge, le blanc, oui, chacune a sa signification que tout apprenant doit connaître. Alors, je vous envoie à la recherche, à la signification de chacune de ces couleurs. D'accord. Alors, dans la gestion d'un pays, on parle de régime politique. C'est quoi un régime politique? Et bon, même bien avant ça, je n'ai pas épuisé les emblèmes, d'accord? Donc, j'ai parlé de l'hymne, du drapeau, de la devise, d'accord? Nous avons la moirie, nous avons, disons, la fête nationale, le 27 avril, d'accord? Le 27 avril, ok? Qui constitue aussi un élément des emblèmes. Alors, comme je l'ai dit, les questions sont nombreuses, mais faute de temps, nous ne pouvons pas les épuiser, d'accord? Alors, parlant des régimes, nous avons un régime politique qui est la manière dont les pouvoirs sont exercés, un système politique qui est la manière dont les pouvoirs sont organisés. Donc, nous savons que nous avons des systèmes fondés sur la séparation des pouvoirs, systèmes fondés sur la confusion des pouvoirs. Donc, c'est à vous de chercher maintenant des exemples. Donc, je vous envoie à la recherche. Alors, le troisième thème qui est les droits humains, et nous avons programmé, mais comme le temps nous fait défaut, nous allons voir ça la prochaine fois. Donc, à vous de voir c'est quoi les droits humains, d'accord? Quels sont les droits humains que nous avons et surtout comment procéder à la promotion et à la protection des droits humains. Alors, nous arrêtons ici pour cette séance et
à la prochaine occasion, nous allons continuer. Alors, je vous invite au respect des mesures barrières pour éviter tout problème de santé. Merci.